Tiens, monsieur Sanders, on dit Nikon ou Nikon? Oh, bonjour les bistronautes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation du bistrot de la photo. Bonjour monsieur Sanders. Bonjour Monsieur Karim, Vous allez bien? je vais très bien et vous? Oh, je vais très bien, j'espère que de l'autre côté du poste, comme on dit, nos bistronautes vont bien. Aujourd'hui, nouvelle dégustation du bistrot de la photo. Je vais rappeler brièvement ce qu'est la série des dégustations du bistrot de la photo. Dans cette série, nous, comme dans tout bon bistrot, nous dégustons ici des appareils photo ou des objectifs sur le plaisir. On va vraiment mesurer le plaisir qu'on a eu à déguster ces appareils photo. De 1 macaron à 5 macarons, vous aurez notre appréciation finale à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et donc ici, on n'est pas du tout dans un test technique, on n'est pas du tout là-dessus. D'ailleurs, il y a des youtubeurs qui le font très bien et je vous invite à aller les voir. Nous, on est vraiment sur un retour d'expérience, un ressenti après avoir utilisé l'appareil quelques heures, jours, pas semaines, parce qu'évidemment, on rend les appareils quand on nous les passe. Voilà. Exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va déguster? Qu'est-ce qu'il y a au menu des dégustations? Montrez-nous donc ça. Eh bien, c'est le Nikon Z5 II qui vient tout juste d'être annoncé au moment où on tourne cette vidéo. On va vous en parler, on va parler des conditions d'utilisation, on va vous montrer des photos parce que c'est ça le plus important. Un appareil photo, ça sert à faire des photos. Exactement, donc c'est ça qu'on va vous montrer. Mais avant d'aller plus loin sur ce Z5 II, c'est bien de contextualiser un petit peu ce qu'est la marque Nikon. Et là, on a l'encyclopédie vivante de la photographie qui est Monsieur Sanders ici à ma gauche et qui va un peu nous recontextualiser justement la marque Nikon jusqu'à ce Z5 II. Allez, c'est parti. À nous deux. Le Nikon commence en 1947, le premier modèle appareil photo sort en 1948, pardon, c'est le Nikon 1, modèle 1, qu'on voit ici en haut à gauche sur votre écran. En 1957 apparaîtra le Nikon F1 en bas de l'écran et qui introduira la monture F, suivi du F2 que j'ai déjà eu en main, qui est plutôt épais comme un parpaing. S'en suivra la série F3, F4, F5, F6, qui, cette dernière, a été arrêtée d'être commercialisée dans les années 2020. Donc, ils ont un parcours plutôt très long dans la partie argentique de nos photos. On retrouvera aussi des ambassadeurs chez Nikon, comme le très célèbre Steve McCurry, avec la photo qu'on a tous vue dans le National Geographic, l'Afghan Girl, appareil, en tout cas l'appareil qu'il avait est un FM2 à l'époque, avec une optique, laissez-moi reprendre mes notes, c'est, alors, hop, mes optiques, voilà, un Nikkor 105 mm AIS F2.5, optique qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les sites spécialisés de vente. Et la photo a été prise avec le très regretté Kodachrome 64. Ça, c'est pour la partie argentique de la forme. Et cette gamme F comme ça, qui est vraiment les objectifs F, qui est emblématique dans le milieu de la photo. C'est vraiment une famille d'objectifs. Une pierre angulaire, on va dire, dans la photo, et qu'on verra qu'on peut même aussi encore aujourd'hui réutiliser sur les modèles Z. Ensuite viendra l'époque numérique du réflexe numérique avec le mythique 750 D850. On retiendra aussi les appareils photo pour la presse de D1 à D6 qui sont des tanks prévus pour résister à toutes les conditions pour faire toutes les photos toujours avec un. C'est ça, il y avait aussi des modèles APC, on le rappelle quand même. Oui, tout à fait. Et puis, oui, APC, et puis Nikon a pris un peu de temps avant de s'engager dans le chemin de la photo hybride, c'est-à-dire qu'on ne visait plus à travers un miroir, mais plutôt à travers un écran, comme tous les appareils photo. Ils sont arrivés un peu plus tard. Ils ont rattrapé le retard largement, mais au début, c'était un peu à diesel, ils ont rattrapé le retard. Avec la série Z qui va de Z5 à Z9, donc 5, 6, 7, 8, 9. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le Z5 II que je vais pouvoir vous montrer. Qui est juste là. Voilà. Et justement, Monsieur Sanders, vu qu'on enchaîne sur ce Z5 II, je vais vous faire un petit tour du propriétaire de ce Z5 II. Attendez avant d'aller juste plus loin, parce que je vous rappelle que nous avions essayer, déjà déguster en son temps le ZF, qui est en fait la version plus vintage de ce Z5 que nous avons sous les doigts. Version plus vintage, évidemment, on parle du look, pas du tout des performances. Parce qu'en fait, c'est le même. On va d'ailleurs en reparler un peu plus tard. Revenons maintenant à la présentation de cet appareil. Alors, le Z5 II, ici, on va faire un tour de l'ergonomie de cet appareil qui va nous en apprendre beaucoup sur à qui se destine cet appareil et là où il se situe dans la gamme. Donc, il faut savoir que le Z5 II, c'est un appareil qui est surtout adapté aux débutants ou passionnés. En tout cas, c'est comme ça qu'on va vous le présenter parce que c'est un appareil entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme du plein format. D'ailleurs, on a un prix qui est assez abordable pour du plein format. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il est à dans mes notes. La plupart de toutes les bourses. On est autour au prix de lancement de 1 899 €, donc 1 899 € pour nos amis français. Pour du plein format, c'est vraiment un prix très accessible. Ici, au niveau donc de l'ergonomie, on a évidemment ici un mode
PASM, donc vous allez pouvoir le mettre en mode manuel, ouverture, vitesse, un mode programme, un mode totalement automatique, et puis des modes custom que vous aurez décidé au préalable. Vous avez vos modes personnalisés 1, 2 et 3. Là où on voit justement que c'est un appareil qui ne s'adresse pas peut-être aux professionnels, c'est sur certains petits détails dans l'ergonomie, comme par exemple l'absence d'un petit écran LCD, un écran à cristaux liquides ou à encre numérique comme vous préférez, qui va vous permettre d'avoir accès directement à vos réglages sans devoir passer systématiquement par l'écran ou par le viseur. Ce qu'on a en fait sur la série Z6, 7, 8, 9, et même on retrouve un mini écran comme ça sur le ZF pour se rappeler de son ouverture. C'est ça, tout à fait. Ici, on n'a pas ces rappels-là, donc on doit en fait se référencer plus à l'écran, ce qui fait que on va s'adresser peut-être à des gens qui vont utiliser des modes plus automatisés et qui n'auront peut-être pas besoin d'avoir ces informations en permanence. Oui. On a alors après ici les boutons habituels comme le réglage ISO, etc. Ce que je voulais quand même aussi mettre en exergue, c'est le fait que cette ergonomie est très très bien pensée. Et ça, je veux dire bravo à Nikon. Tous les boutons sont parfaitement mis par rapport à vos doigts, et surtout ces deux petits boutons-là, qui sont des boutons fonction. Donc vous leur allouez en fait la fonction que vous voulez. Monsieur Sanders en a usé et abusé de ces deux boutons. Oui. Et qu'est-ce qu'ils sont bien mis, hein, On pourrait croire en le voyant comme ça qu'ils sont drôlement mis, mais ils sont vraiment mis. En fait, on dirait qu'on a pris notre main et qu'on l'a moulé autour du boîtier. En disant, nous allons faire le boîtier d'une main. Et c'est marrant parce que M. Karim n'a pas les mêmes mains que les miennes. Et ça passe quand même, ça marche tout à fait. Et alors, à l'arrière, on trouve les boutons habituels pour naviguer dans les menus. On va pas spécialement aller beaucoup plus loin. On a un écran ici complètement orientable pour les vlogueurs, si on veut, ou pour les photographes qui veulent photographier dans les concerts ou au-dessus des foules. Ce petit écran, un petit peu dommage, qui se finit un peu mal. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. C'est pas très, très grave en soi, mais voilà, nous, on est un peu tatillon là-dessus. Exigeant. Vous allez voir qu'on est un peu exigeant tout au long de cette vidéo. Évidemment, on ne représente pas la totalité des profils des photographes, et heureusement que tous les photographes sont différents et que les demandes et les attentes ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Voilà pour ce tour du propriétaire, Monsieur Sanders. Je rappelle également qu'on a le tout dernier processeur de la gamme. 7, c'est ça? Oui. Son nom pour pas me tromper. Mais exactement, donc qui va vous permettre d'avoir les dernières évolutions. Xpeed, pas Xpeed 7. Donc avoir les dernières évolutions au niveau de l'autofocus, du traitement de l'image, c'est très important. On y reviendra, par exemple, la gestion des basses lumières et de la montée en ISO, des choses comme ça. L'autofocus, on va y revenir aussi. Et puis, on a un capteur plat format de 26 millions de pixels qui a ses avantages et ses inconvénients. Là aussi, on va y revenir dans cette vidéo, Monsieur Sanders. Tout à fait. Je pense que c'est déjà, il me semble, temps de regarder des photos. Exactement, parce que là, on a déjà parlé beaucoup trop de techniques à mon goût. On va justement parler de photos. On va commencer par vous, Monsieur Sanders. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel vous avez utilisé ce magnifique Side 2, oui. Où vous l'avez utilisé. Et l'optique aussi. Alors, est-ce que vous pouvez mettre l'appareil vers le haut? Moi, j'ai utilisé l'appareil dans cette forme-là, avec l'optique 28 mm 2.8, optique d'entrée de gamme de l'appareil photo. Entrée de gamme veut dire que les performances de l'optique peuvent être un petit peu particulières à très grande ouverture. Ça se voit sur certaines photos. Ce n'est pas excessivement dérangeant pour les gens qui ne sont pas attentifs à ce genre de détails. Moi, ça m'a un petit peu ennuyé puisque j'ai l'habitude d'avoir des optiques plutôt très, très, très premium, donc très piquées à grande ouverture. Ici, j'ai dû travailler souvent à 5, 6, 8 pour pouvoir aller chercher du piqué, mais on le verra un peu sur les photos. Alors, je vous propose la première photo. Toutes les bouteilles que M. Sanders a bu pendant la soirée où il a eu l'appareil. On est bien dans un bistrot, et là on est dans un bistrot parisien, car j'ai eu de la chance de pouvoir partir à Paris pour tester l'appareil photo, ce que j'ai fait pendant 2 jours, donc toutes les photos ont été prises à Paris. Donc, chose aussi qu'il faut savoir, j'avais fait toutes mes photos en noir et blanc, vous savez bien, M. Sanders est plutôt fan du noir et blanc. Au réimport dans Lightroom, à partir du moment donné où Lightroom a été mis à jour et qu'on a pu reprendre nos fichiers bruts, certaines photos se sont révélées plus intéressantes en couleur, donc je suis resté sur les photos couleurs. Voilà, donc première petite photo, juste pour montrer. En nous baladant à Paris, petit détour par la galerie Lafayette dans une aile que je ne connaissais pas bien. Et très très beau ça, Monsieur Sanders. Et là, voilà, merci, on commence à voir l'appareil. Et comme je vous disais, c'était des photos qui étaient prévues d'abord pour être en noir et blanc, et quand elles se sont révélées en couleur, je me suis dit, il y a des couleurs qui me plaisent là-dedans. Idem pour la suivante, Notre-Dame de Paris, débarrassée de son échafaudage. Voilà, je veux dire, l'appareil se comporte bien en plein soleil, les couleurs que je vois m'intéressent, donc j'ai rebasculé, c'est plutôt rare les photos, en couleur. Continuons l'expédition parisienne. J'adore cette photo, Monsieur Sanders. Merci, Monsieur Karim. Où là, photo de rue, je vois mon sujet au loin, je patiente un peu, il y a une personne assise à côté de lui, dès que la personne se lève, on se positionne. Toujours le 28 mm, vous savez bien, moi je suis plutôt un grand fan du 35 mm, que le 28 chaque fois, j'ai l'impression que je suis toujours un peu trop loin. Ça fait quelques fois que je dé-28 dans les appareils qu'on teste, et au plus je joue avec le 28, au plus je me dis, tiens, finalement le 28,
C'est très bien aussi pour faire de la photo de rue parce que, à un moment donné, quand on peut plus reculer à cause d'une maison, on est bien content d'avoir ce grand angle. Il sera toujours plus facile d'avancer que de reculer dans un espace qui est effectivement... D'ailleurs, M. Sanders, vu qu'on a parlé un peu là de technique et d'objectifs, Oui, vous pouvez peut-être dire à nos bistronautes comment vous avez utilisé cet appareil photo, dans quel mode et tout à fait. comment vous réglez votre appareil quand vous êtes comme ça Donc, en photo walk à Paris. en photo de rue, comme ça, je vais être en priorité à l'ouverture parce que je vais vraiment contrôler mon piqué et si je veux détacher mon sujet, même au 28 mm, on verra bien qu'on peut créer du bokeh un peu plus loin. Donc, c'est avec une réflexion sur la plage ISO où je limite la plage haute et basse et où j'impose une vitesse minimum. Au début, ma vitesse minimum était d'1/30e, ce qui faisait que l'appareil ne montait pas trop en ISO et je voulais un peu le provoquer au-delà des 6004, 12000, voir un peu ça monter en bruit. Donc, j'ai augmenté en fait ma vitesse minimum à un 125e et à partir de là, l'appareil a commencé à se comporter parfaitement bien. Mise au point automatique, donc oui, autofocus avec le collimateur central et je prends le point et puis je me déplace. Ok, donc vous n'êtes pas en focus manuel. Non, j'ai pas tenté à vrai dire. Ok. On continue les photos, voilà, on se retrouve dans le métro. Là, j'avais fait le point avant que la personne ne marche. Quand on zoome, on voit que le point est un petit peu devant. Là, je suis en grande ouverture. Bon, voilà, ça continue à fonctionner. Marche, hein, ouais. Oui, une photo que j'aime particulièrement bien. Le Nautilus de Jules Verne. Jules Verne. Art et métier. Mais Paris, celle-là en noir et blanc était sympa. Quand je l'ai revue en couleur, je fais non, on garde bien la couleur. L'appareil s'est très bien comporté. Je dois être à 6400 ISO. Le bruit ne... Vous allez devenir un photographe couleur, M. Sanders. Ah, mais j'en fais quand même régulièrement, Oui, vous je sais, savez. je sais. Donc voilà, et pour terminer, la série des couleurs, photo à main levée, 6400 ISO. C'est quelque chose. Et je pense que c'est à Venise ou à Pise, je me rappelle plus. C'est peut-être l'Atomium en fait. Et là aussi, une toute petite correction de balance des blancs parce que là, elle n'a pas beaucoup de références pour l'appareil, mais il n'était pas trop à côté. C'est assez intéressant. J'avais fait une série de photos pour essayer d'avoir vraiment la lumière qui part bien comme ça. Et celle que j'ai choisie où la lumière était mieux était un tout petit peu plus bleue que la série que les photos précédentes. Donc j'ai fait une légère correction, mais encore une fois, l'appareil... Et on est en 6400. là, je suis en 6400 ISO exactement et à f5.6 ou f8, je ne me rappelle plus trop. Et avec une vitesse un peu lente pour laisser le temps à la lumière de venir imprimer et d'avoir ce trait lumineux là au-dessus de la photo. Je vous parlais justement en début de vidéo des avantages des 26 millions de pixels et on en a un qui est juste là, c'est le comportement évidemment couplé à ce X-Fade 7, oui. Xpeed 7 évidemment, hein, les deux font des merveilles, mais une base de la photo numérique, et ça c'est une règle en photo numérique, c'est que quand vous avez sur même taille de capteur équivalente, et là on a du plein format, eh bien si vous mettez sur la même taille de capteur, c'est comme si vous mettiez des seaux d'eau sur 1 mètre carré, plus vous mettez de seaux d'eau, plus ils seront petits, ils prendront moins d'eau. Et bien les photosites, c'est la même chose. Plus vous mettez de photosites sur une même, donc plus de pixels sur une même surface, plus ils vont être petits, ils vont pouvoir capter moins de lumière. Plus le photosite est grand, moins il y a de pixels, plus ils vont capter des lumières, et donc on aura une montée en bruit qui est plus agréable à regarder. Ce qui est le cas ici, ça c'est un avantage d'avoir un plein format qui n'est pas hyper boosté comme ça à la résolution. À 60 millions de À 60 millions de pixels, etc. Ça permet, en fait, c'est plus digeste pour le processeur qui après va travailler évidemment pour le débruitage, en tout cas pour rendre le bruit plus harmonieux. Donc voilà, un des avantages. Vous m'aviez d'ailleurs dit que vous étiez assez satisfait de la montée en bruit. Tout à fait, je n'ai même rien à redire sur la montée en bruit. Vous savez bien, moi le grain, j'en mange chaque fois que je fais de la photo argentique et de temps en temps il est très 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 présent. Là, le bruit, même s'il y a des photographes qui vont me dire « Oh, il y a trop de bruit », en fait, pour moi, il est zéro dérangeant. Il est même très agréable et il amène de la texture un petit peu à la photo, ce qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, là, vous l'aviez conservé, le bruit. Hein. Oui, j'avais essayé. Je me suis dit, tiens, je vais regarder avec Lightroom comment ça se comporte. Et je fais, non, on retire tout ça, laissez-moi le bruit. Il aide à la photo et ça fait des choses vraiment intéressantes. On continue et là, on va passer dans les séries noir et blanc, avec un noir et blanc, encore une fois, original. Donc, les profils que vous voyez couleur sont les profils issus du boîtier. Je n'ai pas été chercher des presets ou des profils différents. Je travaille avec ce que le boîtier me propose. Série de photos où là, par exemple, ici, on voit, par exemple, si on regarde sur la gauche de la photo, que la barrière se déforme, qu'il y a une bonne distorsion. Rien à voir avec la qualité de l'appareil, on parle là, c'est l'optique. Et là, on parle de l'optique entrée de gamme. Bon, voilà, j'ai ça avec des optiques très vintage que j'ai et j'aurais préféré sur une optique plus moderne d'avoir quelque chose peut-être un peu plus, mais vu le montant de l'optique qui est dans les 300 € un peu en dessous, je pense même on peut absolument pas lui reprocher de fonctionner au moins comme ça.
Pour vous montrer justement le piqué, bah là, je suis... Là, on a du piqué. Voilà, là, donc l'optique est tout à fait capable d'amener du piqué. Galerie Lafayette, la dame là se demande un peu ce que je fais avec mon appareil. Et en fait, je me suis baladé avec l'appareil tout le temps comme ça. Donc, une Dragon, Peak Design pour ne pas la citer, accrochée à l'appareil photo. Et je me suis baladé toute la journée dans cette configuration-là avec l'appareil au bout du poignet. On continue, tant qu'on est aux Galeries Lafayette. Très beau aussi. Merci. On fait un détour par le toit. Et là, grand angle, je suis relativement très près du modèle. Là, on a parlé de ce petit écran qui manquait au-dessus. Là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ça manque un peu petit écran. C'est un petit écran d'habitude qu'on voit ici et que là, on n'a pas. Parce que j'étais proche, je devais aller très vite, j'avais mon appareil, j'ai voulu regarder pour l'amorcer, le mettre dans le mode pour réussir la photo. J'ai dû ouvrir l'écran parce que moi, il est toujours rabattu, je n'utilise pas l'écran. Donc, je me suis un petit peu emballé les pinceaux en me disant, wow, j'espère que la demoiselle va pas sentir ma présence parce que je suis vraiment dans son dos. Puis j'ai quand même réussi à prendre le cliché, heureusement. Mais voilà, tout ça pour dire que ça se comporte très bien. Le noir et blanc est très agréable à travailler, à regarder. Et comme on est sur les toits de Paris, on continue avec les lignes de fuite. Aussi, il y a du piqué. Hein. Oui, voilà, on voit que c'est carré, piqué. Je l'ai fait tout de suite avec fuite. J'ai essayé de bien me mettre dans l'horizon vertical et horizontal pour que l'appareil soit vraiment, n'ait pas d'effet de plongée ou de contre-plongée, pour garder quand même, parce que le 28 mm, une fois que vous êtes trop comme ça ou comme ça, ça commence à faire des choses un peu étranges. J'ai vraiment, permis de faire cette photo-là. Et évidemment, il y a un aide 3D dans le viseur qui nous permet évidemment de trouver notre horizon parfait. Continuons dans les photos très proches. Ici, j'attends pour aller chercher à manger avec ma fille qui est à côté de moi. Je suis à 40 cm du monsieur qui est juste devant moi, du jeune homme. Et voilà, je fais la photo très discrètement. Ça fonctionne très bien aussi. Je regarde mes photos. Ah oui, ça c'est assez intéressant. Monsieur, très intéressant. Voilà. Et très belles photos. Hein. Merci. Vous savez que quand je fais de la photo, je ne suis pas très autofocus, tracking, toutes ces technologies. Mais là, vous êtes dit, on va essayer. Voilà, je suis plutôt photo argentique, mise au point manuel, télémétrique, donc on n'est absolument pas. Et sur les photos que je vais vous remontrer, j'avais essayé des photos où je prenais un point de référence pour faire ma mise au point, et le scutter passait devant, et chaque fois, j'étais pas très convaincu de ma technique à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, l'appareil me propose un auto-tracking apparemment 3D, nouvelle génération. Oui, ça, en plus, c'est mis en avant par le marketing Nikon, autant l'essayer. Et autant l'essayer. Et donc, en réglant vite l'appareil et en rentrant dans un grand cadre, ce que je traque, l'appareil a parfaitement suivi la tête en fait du skater, et quand il a sauté, j'ai pu déclencher. Quand on zoome sur son bonnet, tout est net, tout le reste est complètement... C'est ça qui est beau dans cette... Et c'est ça, il y a un arrêt sur image dans un mouvement vraiment très dynamique. Et oui, là, je suis assez content de la photo. J'étais même bluffé de me dire, waouh, parce que généralement, vous savez bien, nous on est un peu Fuji minded comme ça. C'est pas là où ils sont les meilleurs, et je trouve une autre façon de le faire. Mais là, j'ai sorti la photo qui tout de suite correspondait à ce que j'essayais de photographier. On reviendra d'ailleurs sur l'autofocus plus tard. Rebelote, là on voit des conditions, je suis dans la pénombre, il y a de la lumière qui vient derrière, tout ça fonctionne bien, le capteur encaisse parfaitement bien. De l'intérieur, encore une fois, pour vous montrer le close-up, et qu'il y a moyen de générer du bokeh avec le 28 mm couplé à ce plein format. C'était un plein format, tout à fait. Aide, hein, oui, et pour terminer, deux petites, skater, une paire de Vans, on fait vite les Vans. Là aussi, on peut voir sur les bords de la photo que ça part un peu en cacahuète, mais c'est pas grave parce que la Vans, elle sort de la photo, elle sort vraiment du panier qu'on voit là-bas. Donc, je trouve assez bien que l'optique en a quand même un peu sous le pied. Et pour terminer, une photo assez intéressante où sur mon JPEG, en haut à droite de la photo, le ciel était complètement cramé parce que j'ai fait la photo vraiment comme un barbare, sans viser. En fait, j'avais l'appareil au niveau de mes chevilles, je suis venu derrière ce monsieur, et il y avait des gens qui venaient à ma gauche, et donc je me dépêchais vite de faire la photo avant que les gens ne rentrent dans le cadre. Et en fait, mon JPEG, le ciel, il est catastrophique. Alors ici, il n'est pas tout à fait corrigé, bien sûr, mais j'ai pu quand même aller rechercher beaucoup d'informations de ce ciel. Petite chose aussi, et pour en parler, on va remettre cette petite photo-là que j'aime beaucoup. L'appareil a tendance à exposer à gauche, c'est-à-dire il va préserver l'autre lumière, donc j'ai eu tendance de tout le temps booster, surexposer mes photos de 1/3, 2/3, voire à un stop complet, ce qui explique que la dernière photo du monsieur par terre, j'ai cramé le ciel parce que j'avais pas le petit écran dessus. On y revient. Donc, je n'ai pas vu. Il fallait que j'ouvre l'écran derrière, je n'y ai pas pensé. Comme je ne visais pas, je n'avais pas l'indicateur. Et donc, en fait, on ne peut pas dire que j'ai complètement raté la photo. Pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Mais voilà, avec l'écran dessus, j'aurais été mon œil au terrain en disant, attention, prépare ta photo pendant que tu arrives
près de la personne. Et pour ça, les raccourcis étaient bien mis, encore une fois. Et voilà, je suis un petit peu passé à côté. Après, la photo est Mais plein de je trouve douce. que dans ce que vous dites, là, il y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait rebondir. Oui. La première chose, c'est qu'effectivement, vous avez voulu booster votre exposition parce que vous étiez dans un état d'esprit de dire je vais faire des JPEG. C'est ça. Finalement, vous avez exploité vos RAW, Oui. mais vous étiez dans l'esprit je vais faire des JPEG. Et il y a eu deux enseignements qu'on a eu en faisant ça, en étant d'abord en mindset JPEG. C'est ça. C'est que c'est pas pour nous un appareil à JPEG. C'est pas une usine à JPEG, C'est non? pas une usine à JPEG. Nous, on a des usines à JPEG à la maison ou avec la marque qu'on utilise. Ici, c'est plutôt une usine à excellent RAW, on va y revenir, ce qui va vous permettre vraiment de retravailler vos photos et vous retrouvez de toute façon les profils de l'appareil dans tous vos logiciels de retouche. Donc si vous voulez avoir quand même la patte Nikon, vous l'aurez, il n'y a pas de souci, mais vous aurez plus de latitude pour retravailler votre photo. Et regardez Monsieur Sanders qui s'est trompé sur son exposition, qui a pu quand même aller récupérer son ciel. Eh bien ça, c'est grâce à un capteur qui a une super dynamique. Ça, Oui, tout à c'est fait. vraiment un gros avantage de ce capteur. Voilà, et donc c'était un peu la série de photos. J'ai fait 180 photos à Paris. Je dois en avoir raté une grosse vingtaine où je suis complètement passé à côté du sujet, où des choses sont arrivées. Et il y en avait beaucoup plus, j'ai dû choisir. Choisir, c'est renoncer. Mais voilà, sur un appareil que j'ai eu en main, allez, j'ai peut-être utilisé l'appareil 4 heures maximum sur les 2 jours, parce que je n'ai pas fait que des photos, évidemment, j'étais là aussi pour faire d'autres choses. J'ai quand même réussi à sortir des photos de rue que j'aime beaucoup, que je vais certaines imprimer, d'autres que je vais publier, bien évidemment. Et même si le 28 m'a laissé un petit goût amer par moment en me disant plus de piqué, ça m'aurait fait plaisir, j'ai quand même des choses qui fonctionnent. Et puis dans la gamme Nikon, vous avez un écosystème, en tout cas vous avez une collection d'objectifs qui est quand même là. Donc des objectifs qui piquent, ils en ont, ce n'est pas un souci. Dans la gamme Z, et vous pouvez mettre un adaptateur et récupérer toute la gamme F sur cet appareil, donc ça c'est vraiment bien. Des optiques depuis 1957. Donc vous avez, alors là ce sera évidemment mis au point manuel, mais vous pouvez aller récupérer des objectifs autofocus derrière. Donc bien sûr, je veux dire, ça a fait le job et ça a fait des belles photos. À ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à dire. Très bien, Monsieur Sanders. Et avant d'enchaîner, évidemment, sur mon expérience, j'ai des choses à dire à nos bistronautes. Je vous en prie. Alors, déjà, bienvenue si vous découvrez cette chaîne. Et la première chose à faire, du coup, eh bien, c'est de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Et puis, d'ores et déjà, eh bien, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça va nous permettre, évidemment, d'être mieux référencés. C'est le meilleur soutien que vous pouvez donner à la chaîne du Bistrot de la Photo. Et vous pourrez découvrir tous nos contenus déjà créés et aussi nos grands lives ici sur la chaîne. Et si vous voulez aussi voir un autre aspect du Bistrot de la Photo, ce que sont nos photos, les photos des bistrographes, c'est tous les photographes qui accompagnent la famille du Bistrot de la Photo, eh bien c'est sur Instagram que ça se passe. Et là, abonnez-vous sur le compte Bistrot Photo sur Instagram. Tous les liens seront ici en bas de la vidéo. Bref, 2 choses à faire. Vous abonner ici à la chaîne YouTube et au compte Instagram et vous ferez partie de la belle famille du Bistrot de la Photo. Voilà, Monsieur Sanders. C'était pas mal, hein? C'était complet. Oui, je me suis entraîné. Alors, on va passer maintenant à mon expérience. Alors, avant de montrer les photos, j'ai une petite chose à montrer. Je vous ai préparé une petite surprise. Vu que Nikon nous avait parlé énormément de la qualité de l'autofocus, j'ai décidé un peu de l'éprouver et surtout de vous montrer ce que ça donne. Alors attention, avant de lancer les vidéos, parce qu'elles sont assez courtes, petit contexte, quand je teste un autofocus, je teste l'autofocus dans mon utilisation. Je fais du portrait et de la mode, donc j'ai testé l'autofocus dans ces conditions-là. Je ne suis pas allé à Francorchamps faire des Formule 1, que ce soit bien clair. Mais j'ai un point de départ, je suis peu exigeant sur l'autofocus, on va dire, Oui, c'est ça. parce qu'on utilise une marque, comme vous le savez, qui a plein de qualités, mais pas celui-là. Et donc, si vous êtes des utilisateurs très haut de gamme, Sony, Canon, etc., vous n'allez peut-être pas être impressionné par ce que je vais vous montrer, mais en tout cas, on va voir que ça fonctionne. On va peut-être montrer la première vidéo, Monsieur Sanders. C'est parti. Donc là, c'est le tracking de l'œil. On voit ici le shooting que j'ai fait avec Flavie. Eh bien, que l'œil est toujours bien suivi, celui qui est toujours le plus près quand elle tourne. Et alors là, c'est très intéressant. L'œil le plus près de l'appareil photo. Et à un moment, elle va tourner la tête. Et hop, il va reprendre l'œil qui est le plus près de l'objectif. Et ça, c'est vraiment... Et alors, pour vous dire, toutes les photos que vous avez vues là, elles sont toutes piquées, toutes réussies. Et je suis en f1.2. Donc, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, f1.2, Oui. justement, j'enchaîne. J'ai eu de la chance, moi, puisque déjà, je ne suis pas dans une recherche de compacité dans mon domaine. Voilà, on va le montrer directement à l'image. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'ai pu utiliser cet objectif-ci, qui est le 85 mm 1.2, qui est une optique extraordinaire. Alors, c'est beaucoup plus gros. On va repasser, évidemment, ici, à l'image. Par contre, ça ne m'a pas gêné parce que l'ergonomie, on revient, mais elle est parfaite, Monsieur Sanders. Oui, effectivement, ça, c'est plutôt ce que Monsieur Sanders aime utiliser. Mais regardez ici, cette poignée fait qu'on l'a
tellement bien en main que même un objectif aussi imposant, eh bien, on arrive vraiment à en profiter. Donc, c'est vrai que j'avais une optique d'exception pour le portrait, ça c'est vrai, mais elle a été couplée aussi à un capteur très, très, très intéressant avec une belle prise de lumière. On va le voir assez vite et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir exploiter à fond dans mon domaine parce qu'effectivement j'aurais été uniquement avec le 28, j'aurais pas pu faire le type de photo que je fais d'habitude. Donc en fait j'ai testé ce Z5 avec un type d'optique que j'utilise habituellement dans d'autres marques pour avoir les bons points de repère. On va reprendre d'abord une autre vidéo, M. Saunders, qu'on n'a pas vue. Voilà, alors vous allez voir que ça va très vite, c'est un rafale avec le suivi d'autofocus des yeux. Regardez les photos à droite, tout est net, j'en ai pas raté une seule. Ça rafale. Ça rafale. Alors, justement, avant de passer aux photos, j'ai fait plus de 600 photos, si vous les avez comptées. 681. Donc moi... dans les rafales, on a testé un peu les modes. Et ça envoyait quand même beaucoup d'images secondes. C'est mon habitude. En fait, moi, sur un shooting photo, je vais faire entre 600 et 1000 photos. À savoir que moi, à Paris, j'avais fait 180 photos. Voilà, exactement. Donc, on ne travaille pas du tout. On n'est pas le même type de photographe. C'est ça qui est bien, justement, dans les dégustations. Et pour juste revenir là-dessus, moi, quand j'étais parti à Paris, je me suis dit, je vais faire 72 photos. 2 films de 36, argentic minded, comme ça, se dire, je pars et j'en fais faire 2. Et en fait, j'ai quand même pris du plaisir. Et en fait, j'ai pris du plaisir. Et donc, de 72 photos, je suis monté à 182. Ce qui est beaucoup pour M. Saunders. Qui est pour moi, en argentique, je n'imagine même pas en 2 jours faire 5-6 films. C'est juste pas possible. C'est quand même l'équivalent de 5 films. C'est ça. Voilà. Et donc, moi, par contre, je suis plutôt à faire un maximum de photos pour être sûr d'avoir toujours la bonne, parce qu'on a des attitudes avec les modèles, etc. Et je veux être sûr que parfois, qu'elle tourne un petit peu ou que l'œil soit dans une direction ou l'autre, on n'a plus du tout la même attitude. La photo ne raconte plus la même chose. Donc, j'ai besoin d'avoir un maximum de photos. Et après, moi, mon plus gros travail, c'est le tri. C'est ce qui me prend le plus de temps dans mon domaine. Et donc, je vous garantis, c'est pas une blague, sur 680 photos, il n'y en a pas une à côté. Ah oui. Avec l'autofocus. Pas une. Oui. Et pourtant, on est en 1.2, machin. C'est incroyable. J'ai beaucoup plus de déchets avec mon appareil daily que j'utilise. Beaucoup, on va dire, j'ai 20 à 25% de déchets régulièrement avec mon appareil. J'ai 0% de déchets avec ce Nikon Z5. Donc, le nouveau processeur fait vraiment bien son boulot sur l'autofocus. On passe aux photos maintenant. Alors la première, cette prise de lumière, donc savoir comment j'ai travaillé, c'est du RAW avec les presets Made in EKS Création, donc on n'est plus évidemment dans les modes Nikon, c'est important, mais par contre c'est incroyable comme mes presets fonctionnent bien sur ce capteur, parce qu'il rend tellement bien la lumière, il y a tellement une dynamique incroyable qu'en fait mes presets, que pourtant j'ai mis au point avec mon boîtier de ma marque, fonctionnent mieux sur le Nikon. Ouais, je dois faire plus de micro-réglages sur mon boîtier habituel. Et on l'a dit, l'appareil est une excellente usine à brut, à RAW, et donc il y a des RAW tout petits. Oui, tout petit, capture très bien la lumière, a une bonne dynamique. C'est pour les passionnés de retouches et de post-prod comme Monsieur Karim. En colorimétrie en tout cas, parce qu'il y a d'autres types de retouches. Voilà, je veux dire, l'appareil correspond parfaitement bien à ce genre d'exercice. Photo suivante. Là aussi, on a rendu ces couleurs, c'est incroyable. Et j'ai vraiment, quand je vois les photos, j'aime les redécouvrir tellement je suis content de ces photos. Je peux comprendre, effectivement. Voilà. Là aussi, le rose, le bleu du pull, etc. Tout est bien. Et les couleurs, en fait, le rendu, parce qu'effectivement, il y a un preset. Mais si le capteur n'a pas capté les bonnes couleurs au bon moment, ça ne peut plus rendre ça à la retouche. Donc ça, c'est... c'est magique, Vraiment, et on continue, voilà. On peut revenir en arrière parce qu'il y a aussi une truc très intéressant, on le verra aussi sur notre photo, mais à l'arrière, le soleil donnait à l'arrière. Et j'ai pu récupérer pour avoir quelque chose de lumineux à l'arrière, mais qui n'est plus cramé. Ça aussi, c'est la dynamique du capteur. Donc, nous le permet. Ouais. Là aussi, très incroyable. Voilà, ça marche. Il n'y a rien à dire, même si, encore une fois, l'optique est incroyable et aide évidemment beaucoup à ce genre de photos. Oui, mais toute la captation de la lumière, par exemple, le reflet dans ses cheveux, des choses comme ça, ça c'est le capteur qui fait ça. C'est ça. Évidemment, ouais. On continue. Voilà. Alors là, par contre, je ne suis pas avec le... C'est quand même intéressant parce que je ne suis pas avec le... Non, vous êtes plutôt avec le 28 mm. Oui, je suis avec ce 28 mm. Et vous n'êtes pas avec le... Parce que j'étais au-dessus du modèle. Monsieur Saunders a d'ailleurs des backstage que vous verrez sur Instagram. Oui. Et donc, on a ce côté un peu beurré là sur le côté, un peu... mais ça a quand même fait le taf. En fait, si vous ne le dites pas, on ne le voit pas parce qu'en fait, on regarde le modèle. On regarde le milieu, Et ça fonctionne très bien. C'est la seule photo que j'ai faite avec le 28 mm, effectivement. Exactement, vous y étiez même très près. Vous verrez dans les backstage sur Instagram, je vous invite à aller refaire un petit tour là-bas, les photos de backstage qui sont assez marrantes. Il ne faut pas que je trébuche. Voilà. Là, encore une fois, ça aussi. Et on a aussi, alors il y avait un backlight, donc en fait, mon sujet était sous-exposé, j'ai dû le réexposer, comme quoi la dynamique fonctionne tellement bien. Et j'ai dû, après, vu que j'ai réexposé, j'avais
l'arrière-plan qui était surex que j'ai après sous-exposé. C'est ça. Bref, les deux extrêmes, haute lumière, basse lumière sont tellement bien gérés que j'ai rien de bouché, rien de surexposé. Bravo à Nikon pour ça. Super, super. Ah bah, Là aussi, là, on voit toutes les textures et tout, on voit vraiment le que bois est travail- terrible. Hein. le bois est La tellement porte. bien rendu. En plus, j'étais là, c'est vraiment la porte. Hein. Ouais, 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 Parce que ouais. de temps en temps, on dit oui, mais les presets, ça dit nature. Non, non, Oui. j'étais là. Là, si vous passiez à Liège, puisque là, c'était pris près du pont du parc d'Avroy, c'est la même porte. On peut la reconnaître sur sa colorimétrie. Tout à fait. Continuons avant-dernière photo. Là, toujours très efficace. On peut, voilà, je vous laisse l'apprécier, mais en fait, Voilà. tous les commentaires restent les mêmes. Et une petite pour la route, une petite dernière. Avec une curseuse bière liégeoise. Là, tout est réussi aussi dans cette photo. Là, encore une fois, l'autofocus est incroyable parce qu'il est précis. Effectivement, elle ne bougeait pas, donc l'autofocus a réussi, ça c'est normal. Mais après, je peux vous assurer Oui. que c'était ultra précis. Et ça, c'est dans des grandes ouvertures, c'est très très appréciable. Et j'ai pris un plaisir incroyable. Alors évidemment, le bokeh est magnifique derrière. Bon, évidemment, ça je l'avais vu à l'avance. Hein. Je voulais qu'elle se mette là parce que je savais que ça allait donner un beau bokeh et je savais que ça allait très bien donner. Mais Si Cursus avait été mis un petit peu plus facile, ouais, mais on aurait pu faire une petite monétisation avec la marque parce que la photo est vraiment une très belle photo en fait. c'est ça, tout Ouais, à fait. tout à fait. Et donc, voilà, dans toutes ces photos, je remercie d'ailleurs Flavie, qui est la modèle du jour, de s'être prêtée au jeu. Mais j'ai vraiment adoré utiliser cet appareil, surtout le rendu des RAW, qui sont, comme je le disais, des très petits RAW. Donc, en plus, c'est très digeste par Lightroom, parce qu'on a des RAW vraiment hyper légers au niveau Donc ça poids. veut dire qu'en stockage, place disque dur, pouf, C'est ça. c'est tout discret. Même que quand j'ai récupéré les cartes SD et que j'ai rendu les photos à Monsieur Karim, en voyant la taille des RAW, je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas fait une bêtise en mettant en RAW compressé? Non, non, tout était mis. Oui, non, c'est super. En fait, La seule chose, maintenant, quand on parle évidemment des RAW, c'est que là, on vous a vendu, et c'est très bien, on avait raison, on vous a vraiment fait les avantages, listé les avantages du 26 millions de pixels. Il y a, dans mon utilisation à moi, je le reprécise, hein, c'est pas le cas de tout le monde, il y a une limite, ce qui est justement ce 26 millions de pixels, qui fait que j'ai d'ailleurs, à part une photo que vous avez vue, mais j'ai fait très peu de close-up, parce qu'à ce moment-là, je dois retoucher un peu plus la peau, je dois aller plus dans le détail, et c'est pas possible. Alors déjà un peu plus sur le RAW, j'étais très déçu, moi, par les JPEG par exemple, moi très Ouais. déçu. Au début, vu qu'on n'avait pas la possibilité d'exploiter les RAW, vu qu'on était dans une version bêta, et j'ai eu peur, je me suis dit on va voir faire la vidéo avec les JPEG, et ça allait pas du tout, quoi. Et même chose pour moi là-dessus, quand j'ai vu mes JPEG, je fais ouais, ça va être j'ai compliqué. l'habitude d'avoir des choses un peu Ouais. plus, je sais pas, mortes. Et donc les RAW, par contre, tout a explosé, les couleurs ont explosé, la lumière a explosé. Là, j'ai fait waouh! Là, on voit vraiment là, que Nikon est capable de sortir des magnifiques images. Donc c'est plutôt une usine à RAW, hein, clairement. Mais par contre, bah oui, ce 26 millions de pixels m'a laissé un peu sur ma faim au niveau des micro-retouches, etc. Mais c'est ce que ça me donne envie, c'est un jour de pouvoir faire la même chose avec un Z8 ou un Z9. C'est sur la gamme au-dessus parce que autant pour Monsieur Karim, les millions de pixels sont importants pour ses micro-retouches de peau et pour aller plus loin dans la post-prod, autant de mon côté, 26 mégapixels, ça fait quand même, laissez-moi revoir les notes, avec des impressions en 300 dpi, des photos de 50 cm sur 34, c'est déjà de la grosse photo à la maison. Oui, oui, voilà. Ça peut aller à 150 dpi, à des photos de 1 mètre sur 68 quand on fait de la toile, par exemple. Donc, moi, je suis content. Dedans, je peux même un petit peu recroper, un petit peu me remettre d'horizon et de perdre un peu dans les coins. Et j'aurai toujours assez de définition parce que je ne vais pas aller sauter dans la photo pour extraire un sujet. Si je devais faire ça, je n'exploite pas la photo, c'est que j'ai pas pris la bonne optique ou je me suis pas mis au bon endroit. Donc, de mon côté, en photo de rue, finalement, le 26 mégas, me permet d'avoir une bonne montée en bruit. En fait, ça dépend de votre spécialisation. Équilibre. Moi, Voilà. j'ai démarré avec des réflexes. Moi, mon métier de photographe, j'ai démarré avec des réflexes 18 millions de pixels et je vendais mes photos et je vivais de ça, donc avec pas de problème. Donc, je suis pas un aficionado, je suis pas obsédé par les millions de pixels. Ouais. Mais après, moi, je me suis dirigé dans un domaine qui le demande. C'est ça. Ce sera pas le cas de tout le monde. Donc, attention, il faut pas. Voilà, moi, pour moi, 50 millions de pixels dans un smartphone, c'est ridicule, par exemple. Voilà. Oui. Là, parce que donc. C'est une combinaison taille de capteur Ouais, avec ça devient, là, on revient dans du ridicule total. Mais par contre, oui, dans mon métier, ça me sert, dans certains types de photos, dans les types de photos de Thunder, ça sert beaucoup moins. Voilà, ça c'est important quand même à préciser que moi, ça m'a manqué, mais à 80% des bistronautes qui nous regardent, ça leur manquera pas du tout. Non, parce que dites-nous déjà en commentaire quelle est la taille du capteur et aussi le nombre de mégapixels que vous utilisez. Ce serait intéressant de voir un peu finalement comment s'articule votre réaction, en tout cas votre réflexion face aux pixels de votre capteur. Bon, alors maintenant, on va passer évidemment à notre
verdict et haute dégustation. Donc je vous rappelle, c'est le plaisir, on mesure le plaisir et pas la qualité de l'appareil, parce que vous avez vu, il est excellent. C'est ça. Mais le plaisir qu'on a pris à l'utiliser selon notre profil de photographe. Et on va démarrer par Monsieur Saunders. Oui, laissez-moi juste une seconde, je recharge une petite batterie de photo parce que j'ai envie de rebondir sur cette photo-ci. Bim, la voilà. Car pour rappel, le Z5 II, c'est la version moderne du ZF, ou qui est la version vintage par la possibilité d'avoir toutes ces molettes du Z5 II, que nous avons déjà dégusté il y a de ça là maintenant une petite année, je pense, et dont la vidéo est quelque part par là. On vous la mettra Et évidemment. vous l'aviez très bien coté. Et je l'avais effectivement coté à, de mémoire, 4 macarons sur 5. Donc, j'avais pris beaucoup de plaisir à utiliser l'appareil. Et l'appareil me tombait bien dans les mains. Pour en revenir à cette version plus moderne, je remets la caméra vue du dessus, avec cette poignée, ces boutons, cette ergonomie. Même si j'ai fait de belles photos, de temps en temps, je luttais un peu avec le boîtier en disant « Ah, ça manque un truc ». Et donc, couplé au 28 mm qui, de temps en temps, je trouvais qu'il était un peu contraignant dans son exploitation, mais encore une fois, il vaut tous ses euros, mais c'est juste l'habitude que j'ai d'avoir des optiques plus prime, plus premium dans mon parc d'objectifs. Oui, le prix correspond à la qualité de l'objectif. Et même, on en a plus de qualité que pour ce qu'on a dépensé. Moi, je vais donner 3 macarons sur 5. Donc attention, je ne code pas la qualité technique de l'appareil. Dans mon style de photo, où j'aime bien les petits appareils, où j'aime bien ne pas avoir mal à l'épaule ou au poignet après une journée complète, avoir fait une journée complète de photos de rue. Et voilà, il y a des petites choses où j'étais un peu, qui m'ont un peu frustré par moment. Je pense que dans un Z6 III qui changerait ces frustrations, je trouverais des réponses. Mais ces appareils de ce type-là, dans cette ergonomie de travail-là, est un peu moins dirigé vers le genre de photo et le style de photo que je fais. Je pense que ça vous conforte dans les 4 macarons de votre ZF, surtout que le ZF a été mis à jour grâce à la sortie de ce Z5 II. Et donc bénéficie Même couple le capteur processeur. Hein. Exactement, et donc bénéficie aussi de ces avancées technologiques sur le tracking 3D et les dernières nouveautés. Et le ZF a quand même un petit écran au-dessus qui vous donne quand même... Oui, et le ZF, si on regarde encore une fois, j'étais en train de chercher ma photo, c'est celle-ci. On a des molettes au-dessus. Et moi, les molettes, j'aime bien parce que du coup, on voit tout de suite comment l'appareil est réglé. Et comme on a ce mini-écran, on le voit là tout en haut, coincé derrière le déclencheur, on va pouvoir même lire son ouverture. Donc, on va pouvoir avoir sur l'appareil l'ouverture, la sensibilité, la vitesse et la compensation. Ça me correspond plus. Même quand l'appareil est éteint, sauf évidemment pour l'ouverture. Mais du coup, ça me correspond beaucoup plus et ça me permet de préparer les photos pendant que je marche, le temps d'amener l'appareil à mon œil et de déclencher. Voilà. Très bien. Macaron. Eh bien, écoutez, c'est à moi de me mettre des petits macarons maintenant. Allez-y. Alors, moi, cet appareil, ça a été un peu une surprise. Alors, d'abord, une déception avec les JPEG, et puis après, c'était vraiment une sorte de émotionnelle. Et puis, ah ouais, cool, on peut utiliser les RAW. Ah, mais les RAW sont magnifiques. Voilà, tout ça, je vous l'ai dit pendant la vidéo. Je trouve que cet appareil est pile poil là où il doit être. En entrée de gamme, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs du marché en entrée de gamme plein format. Vous ne pourrez pas avoir mieux. D'ailleurs, si mon neveu qui rentre en école de photo a besoin d'un appareil pour démarrer, eh bien, je dirais le Nikon Z5 II. On revient sur le prix, on était à 1800 €. 1899, 1899 €. Exactement, en moins de 2000 €. L'optique que j'ai utilisée, par exemple, imaginons qu'un nouvel étudiant en photographie veut se lancer dans le portrait, eh bien, ça va lui permettre peut-être d'économiser un peu sur le boîtier, parce qu'il ne faut jamais investir d'abord dans le boîtier. Prenez un bon boîtier, rapport qualité-prix, et puis investissez dans l'optique. Vous pourrez prendre, par exemple, ce 85 mm ou un 35 1.2, par exemple, si vous préférez faire de la photo de rue ou des choses comme ça. Avoir une très bonne optique qui, elle, sera toujours aussi bonne dans 20 ou 30 ans. Et selon l'évolution de votre pratique de la photo, vous changerez avec l'évolution de la technologie de boîtier au fur et à mesure. Et donc, pour démarrer... Oui. Et en fait, vous changerez d'évolution de boîtier qui changeront avec vos exigences. Au fur et à mesure des 5 ans. Ah oui, je comprends pourquoi... Il y a 10 ans, moi, cet appareil, je l'aurais eu il y a 10 ans, je me serais dit, mais il est incroyable, c'est l'appareil qu'il me faut. Je garderais tout. Il y a 15 ans, plutôt. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, maintenant, il ne me correspond plus à l'heure actuelle, mais il correspondra à plein d'entre vous. Donc, j'ai pris du plaisir à utiliser cet appareil, l'ergonomie, aussi un truc que je ne vous ai pas dit, mais le déclencheur, monsieur Saunders. Le bruit. Oh là 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 là. Quand on appuie, c'est tellement agréable à chaque photo, il y a une sorte comme ça de jouissance de
faire une photo. Il va falloir faire attention si vous prenez un Z9. Oui, je pense que là vraiment, et c'est vraiment propre à Nikon, parce que je m'étais déjà fait la réflexion, parce que avant d'être chez Fujifilm où je suis maintenant, j'ai été chez Canon avant, j'ai déjà utilisé du Sony, donc je connais un peu les déclencheurs de tout le monde. Ah, chez Nikon, il y a un plaisir comme ça à déclencher, à vraiment clac. Et donc ça, c'est vraiment très très intéressant et très jouissif. Donc ça, j'ai adoré. Ça, c'est une des choses qui m'a plu. La qualité des photos du capteur, je l'ai dit. Une des choses qui m'a déçu, le 26 millions de pixels dans mon utilisation, je le répète. Aussi, moi, un truc très important, surtout je l'utilise aussi pour mes reviews derrière, c'est la qualité du viseur. Ça aussi, ça vous a gêné, monsieur Sander? C'est un viseur qui correspond à la gamme de l'appareil. Il n'est pas mauvais, mais c'est un viseur d'entrée de gamme, de plein format. Donc, on n'a pas le 120 Hz, on n'a pas une résolution extraordinaire. On a un bon viseur OLED avec du 60 images secondes, avec une bonne résolution de 3 millions 80 quelque chose, millions de pixels, tout ça c'est bien. Mais nous, la première chose qu'on regarde quand on prend les appareils aujourd'hui, c'est d'abord la qualité de l'électronique viewfinder, donc du viseur. Ouais. On veut le plus de frames possible, la meilleure définition, tout. C'est là qu'on veut mettre nos sous là. Ouais. Et après, il y a des choses qui viennent se mettre autour. Ici, on sent que par souci d'économie, parce que je pense que ça, dans le Z6 III, il est même réputé pour cet excellent viseur qu'il a, bah, il faut bien un petit peu rogner, on retire l'écran au-dessus, on va un tout petit peu abaisser, on va dire, la qualité, mais en fait, il faut plutôt adapter la qualité de l'électronique viewfinder à des photographes qui ne sont pas systématiquement ils ne seront pas aussi exigeants que nous. Ils vont vous faire beaucoup de leurs photos sur l'écran réel. Exactement. Sur la rotule, photo de concert, en haut, en bas. Ah, ça marche très bien. Et voilà. Et donc, nous, on a eu des longues discussions sur les viseurs électroniques. C'est là qu'on met. Surtout que moi, dans ma pratique quotidienne, je vise avec des télémétriques. Donc, je vise dans la vraie vie. Je ne vise pas à travers un écran. Donc, on est très exigeant sur ce point-là. Là, on sent une petite chose qui fait que Nikon s'est dit, si on veut pas faire un Z6, si on veut faire plutôt un Z6 III Lite, il va falloir faire quelques concessions qui, encore une fois, ira de pair avec le type de photographe qui va utiliser ce boîtier. Tout à fait. Et donc, pour conclure, eh bien, moi, je vais donner le même nombre de macarons, une fois n'est pas coutume, que M. Sander, 3 macarons, parce que, alors, pour tout vous dire, j'ai changé mon nombre de macarons dans le courant de la journée en découvrant et en retravaillant mes photos, parce que à chaque photo que je retravaillais, je disais, mais c'est quand même super beau. Et donc, ce résultat m'a fait monter d'un macaron, pour tout vous dire, parce qu'en gros, comme je vous l'ai dit, c'est un appareil qui ne s'adresse pas à mon profil de photographe. Et donc, 3 macarons pour un appareil qui ne s'adresse absolument pas à moi, c'est une excellente note. Donc, voilà, je vais mettre 3 macarons bien mérités à ce Z5 II. Et bien voilà, Monsieur Sanders. Et ben voilà une belle vidéo. Oui, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce Z5 II ou si il y a des choses dans cette vidéo en tout cas qui vous font réagir, eh bien c'est en commentaire que ça se passe. Et Monsieur Sanders surtout et Momo, notre modérateur, vous répondront avec grand plaisir. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour d'autres contenus, d'autres vidéos, Instagram, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. En tout cas, merci de suivre le Bistrot de la Photo et à très bientôt. Salut, ciao.